Le panorama des BO par Benoît Basirico. Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. Bonjour à toutes et tous. Pour ce nouveau panorama BO, nous vous proposons une plongée dans l'univers du compositeur argentin, le grand Lalo Schifrin, décédé au début de l'été, le 26 juin 2025. Ce programme est donc un hommage et lui est dédié. Lalo Schifrin, le caméléon du cinéma. Né à Buenos Aires, formé au Conservatoire de Paris auprès d'Olivier Messiaen, puis pianiste pour le géant du jazz Dizzy Gillespie, Schifrin a été l'un des premiers à métisser la musique de film. Il se considérait d'ailleurs lui-même comme un caméléon qui devait constamment changer de style. Et pour se mettre dans l'ambiance, quoi de mieux que ces quelques notes iconiques ? Ce thème de Lalo Schifrin fut commandé par les producteurs de la série, comme il nous le racontait d'ailleurs dans une interview, pour que les gens dans leur cuisine accourent immédiatement voir le show en entendant la musique. Ce thème est bien plus qu'une simple musique, c'est un véritable logo sonore. C'est une commande publicitaire autant qu'artistique, la création d'une véritable marque audio. Schifrin a relevé le défi avec une rapidité déconcertante. Il racontera plus tard avoir composé ce thème en 1 minute et demie à son bureau. L'inspiration venant non pas d'une longue réflexion, mais d'une nécessité absolue. Le motif rythmique d'une simplicité redoutable donne une sensation d'urgence et de déséquilibre, quelque chose qui ne se résout jamais de manière prévisible. Mais on ne peut pas résumer Schifrin à ce coup de génie planétaire. La preuve avec les 20 BO de ce programme. On commence donc par ses débuts. Lorsqu'il arrive en France, la MGM le recommande au cinéaste français René Clément, qui lui donne sa chance avant qu'Hollywood ne lui ouvre les portes. Le réalisateur invite le compositeur dans une filmographie qui compte Maurice Jarre, Francis Lay, Claude Bolling, Nino Rota, Georges Auric, Schifrin déjà parmi les grands. Voici donc Les Félins, thriller de René Clément de 1964 avec Alain Delon et Jane Fonda. Schifrin, alors âgé de 31 ans, signe un de ses grands classiques des années 60, une partition jazzy dont le thème deviendra célèbre grâce aux reprises de Claude Nougaro sous le titre Le Chat. Je vous propose le titre de fin où, avant d'entendre le thème jazz surgir, nous avons un aperçu du versant avant-gardiste et atonal du compositeur.
Partition très jazz et mélodique, c'était le Kid de Cincinnati de Norman Jewison en 1965 où il met en musique un duel de poker sous haute tension entre un jeune joueur prometteur, Steve McQueen, et le maître du jeu, Edward G. Robinson. Fait intéressant, Sam Peckinpah devait initialement réaliser le film à un moment où il n'avait pas encore rencontré son compositeur Jerry Fielding. Le réalisateur Norman Jewison, qui prend la relève, n'avait lui non plus pas encore donné naissance à une collaboration musicale marquante. Se succéderont par la suite, dans sa filmographie, Quincy Jones, Michel Legrand, Henry Mancini, John Williams, Dave Grusin. Lalo Schifrin en belle compagnie en quelque sorte. En 1965, Schifrin était ainsi au début d'une belle lignée musicale dans la filmographie du cinéaste, donnant le ton d'un son jazz contemporain au cinéma. Schifrin a bénéficié d'une collaboration de prestige avec le légendaire Ray Charles pour la chanson titre, devenue un tel succès que cela a assis sa réputation à Hollywood. En 1967, c'est la consécration avec 2 films différents qui lui valent ses 2 premières nominations aux Oscars. Tout d'abord, Luc la main froide de Stuart Rosenberg avec Paul Newman dans le rôle d'un homme qui refuse de se soumettre au système carcéral. Pour ce film, Schifrin surprend en intégrant un harmonica puis une guitare aux accents folk et blues au sein d'un orchestre oppressant, comme pour signifier à la fois l'enfermement et la soif d'évasion du personnage. Le titre Tar Sequence, dont le motif staccato et rythmé évoque le son d'un télégraphe, a été adopté par les chaînes de télévision affiliées à ABC à travers les États-Unis comme thème de leurs journaux télévisés. À partir de 1968 et pendant des décennies, des millions d'Américains ont entendu cette musique chaque soir sans savoir qu'elle provenait d'un film sur un camp de prisonniers. Luc la main froide.
Deux partitions aux antipodes, c'était le thème de The Fox, le renard. La même année que Luc la main froide, cette partition a démontré de manière éclatante la polyvalence de Lalo Schifrin. Pour son premier film de cinéma, avant de faire appel à plusieurs reprises à John Williams, Mark Riddle explore là l'homosexualité latente de deux femmes isolées dans une ferme. The Fox est une œuvre romantique, presque impressionniste, avec une place de choix pour la flûte et des textures délicates. Cette musique explore des territoires émotionnels complexes, non exempts de dissonance. Recevoir 2 nominations aux Oscars pour des partitions aussi radicalement différentes a été un coup de maître. Cela a empêché Hollywood de le cataloguer, prouvant qu'il n'était ni le type du jazz, ni le spécialiste de l'action, mais un compositeur complet capable de relever n'importe quel défi dramatique. L'année 1968 marque le début d'un partenariat majeur, celui avec le duo Don Siegel-Clint Eastwood. Un shérif à New York, Coogan's Bluff, marque la toute première collaboration du trio Schifrin, Siegel, Eastwood. On sent déjà les prémices du son de Dirty Harry, ce jazz funk urbain qui deviendra la bande-son du polar des années 70, collant parfaitement au personnage de ce shérif de l'Arizona perdu dans la jungle de New York. On entend le thème principal d'un shérif à New York et on y entend une sorte de pendant déconstruit de Mission Impossible.
Duel dans le Pacifique, un film de guerre radical et atypique signé du grand réalisateur britannique John Boorman, situé durant la Seconde Guerre mondiale avec un pilote américain incarné par la légende Lee Marvin et un officier de la marine japonaise joué par l'immense Toshiro Mifune, échoué sur la même île déserte du Pacifique. Le film est une sorte de huis clos à ciel ouvert, un face-à-face quasi muet entre deux ennemis qui vont devoir passer de la confrontation à une coopération forcée pour survivre. Le défi musical était immense. Comment illustrer ce duel psychologique quasi muet ? Schifrin y répond en livrant une de ses partitions les plus avant-gardistes. Oubliez le jazz et le funk. Ici, la musique est atonale, percussive, dissonante. Schifrin a utilisé une technique issue de ses études de musique concrète à Paris. Il a raconté avoir demandé au réalisateur un enregistrement du son d'une cigale dans la jungle. Il a ensuite imité ce son avec deux piccolos jouant des tierces mineures légèrement désaccordées à une hauteur si aiguë qu'il devient impossible de distinguer où s'arrête le bruitage et où commence la musique. On a d'ailleurs entendu une piste de la musique avec le son. C'était très important pour justement comprendre le rapport entre les éléments sonores et les éléments musicaux dans cette partition. Par ailleurs, l'orchestre est utilisé comme une arme, créant des textures sonores agressives qui traduisent la méfiance et la peur. La musique devient en quelque sorte un troisième protagoniste, exprimant tout ce que les personnages ne peuvent pas dire. Dites, Ro, tu aimes ça, la musique ? La musique ? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner. Après le film d'action Sol Madrid en 68, le réalisateur Brian G. Hutton retrouve Lalo Schifrin avec De l'or pour les braves, Kelly's Heroes. Ce film culte est un mélange unique de film de guerre et de comédie de casse, avec Clint Eastwood sur des soldats qui partent voler de l'or nazi. Pour ce film, au ton résolument anti-autoritaire et satirique, Lalo Schifrin compose une partition à contre-courant des films de guerre traditionnels, oubliez les marches héroïques, et il livre des thèmes aux accents country et western. L'anachronisme musical est ici une arme de contestation. Pour la confrontation finale, il compose même un hommage parodique et brillant au western Spaghetti d'Ennio Morricone, et Clint Eastwood au casting n'est pas étranger à ce choix, soulignant ainsi l'absurdité de la situation. La musique, tout comme le film, est irrévérencieuse et pleine d'énergie, capturant parfaitement l'esprit de cette folle équipée. Écoutons le thème principal de Kelly's Heroes.
Nous entendons ici cette dualité chère à Lalo Schifrin, une dualité qui est d'ailleurs chère à beaucoup de grands de la musique de film, Morricone pour ne pas tous les citer, mais en tout cas on reconnaît cette dualité entre des éléments mélodieux et des éléments dissonants, et donc là cette musique de Lalo Schifrin pour THX 1138, le premier long métrage de George Lucas, et oui, avant Star Wars. Le film est produit par Francis Ford Coppola, et il nous plonge dans une société souterraine du 25e siècle où les humains, rasés et vêtus de blanc, sont contrôlés par une police d'androïdes et des drogues qui suppriment leurs émotions. Pour créer cet univers froid et déshumanisé, George Lucas cherchait une partition étrange et Lalo Schifrin a livré une composition très expérimentale. Il a mélangé des styles radicalement opposés, des chœurs d'inspiration baroque et liturgique pour représenter le gouvernement oppressif, des textures électroniques et des percussions avant-gardistes pour les policiers robots et une musique d'ambiance aseptisée pour l'ambiance générale de cette société sous sédatif. Au milieu de ce chaos sonore, Schifrin introduit un contrepoint émotionnel magnifique, une simple et douce mélodie de flûte alto pour représenter l'amour interdit qui naît entre les personnages de Robert Duvall et Maggie McHomey. C'est l'unique source de chaleur dans un monde aseptisé, une démonstration de la capacité du compositeur à trouver l'humanité, même dans les environnements les plus déshumanisés. En 1971, Lalo Schifrin entre dans la légende avec la saga de l'inspecteur Harry. Un son qui doit beaucoup au Bullitt de 1968, que les fidèles de nos podcasts ont pu entendre dans notre émission sur le funk au cinéma. Pour l'inspecteur Harry, Lalo Schifrin prolonge sa collaboration avec Don Siegel après Un shérif à New York et Les Proies. La batterie funky donne le ton à l'attitude désinvolte de l'inspecteur incarné par Eastwood, traquant le tueur psychopathe Scorpio à travers San Francisco. La partition révèle aussi un pan plus sombre, avec des instants dissonants. Cette tension est accentuée par une voix féminine, éthérée, qui souligne la solitude du personnage.
C'était Magnum Force, le deuxième volet de la saga Dirty Harry. Le réalisateur n'est plus Don Siegel, mais Ted Post, un proche de Eastwood. Pour ce film, au scénario plus controversé, coécrit par John Milius et un certain Michael Cimino, où Harry affronte un escadron de la mort composé de policiers. Schifrin pousse le curseur encore plus loin dans la dissonance. Il fait évoluer le son Dirty Harry pour refléter l'ambiguïté morale de l'intrigue. Il utilise également de manière précoce et sélective des synthétiseurs pour créer une atmosphère encore plus inquiétante et moderne, montrant que sa musique ne se contentait pas de suivre l'action, mais qu'elle commentait activement les dilemmes éthiques du film. Vas-y, les écoute pas, sinon dans 5 minutes tu vas te mettre à chialer tellement ils sont émouvants. 1973 est une année faste. En plus de Magnum Force, Schifrin compose la musique du film qui va transformer Bruce Lee en icône planétaire. Pour le film de Kung Fu Opération Dragon de Robert Klaus, c'est la première fois qu'un studio hollywoodien, Warner Bros, s'associe à une production de Hong Kong avec l'ambition de faire de Bruce Lee une star mondiale. Bruce Lee, grand admirateur du thème de Mission Impossible, avait joué un rôle clé dans le choix de Schifrin pour Opération Dragon. Mais coup du sort tragique, Lee meurt tragiquement quelques jours avant la sortie du film. Pour cette production unique, Schifrin a brillamment mélangé des sonorités asiatiques, des flûtes et des percussions traditionnelles à une section rythmique funk explosive. Il a même été un pionnier du sampling en intégrant les propres cris de Bruce Lee pour le thème central, les fameux cris de combat, faisant de la musique une extension directe de la physicalité de l'acteur. Écoutons The Big Battle, illustrant l'un des affrontements du film.
Ouais, un thème qu'on a envie de siffler à la fin de la projection. On vient d'entendre le thème de Battle Creek Brawl, traduit en VF par Le Chinois. Après Bruce Lee, c'était Jackie Chan. 7 ans après Opération Dragon, le même réalisateur, Robert Clouse, le rappelle pour lancer la carrière américaine de Jackie Chan dans une tentative de faire de lui le nouveau Bruce Lee. Et la musique fait ce lien de manière évidente, avec une touche plus fantaisiste qui passe par le sifflement, correspondant parfaitement au style plus acrobatique et comique de Chan, distinguant ainsi musicalement les deux légendes des arts martiaux. Lalo Schifrin, c'est aussi un grand compositeur de films d'aventure, à l'aise avec le grand orchestre. On l'entend avec le thème bondissant de On l'appelait Milady, The Four Musketeers de Richard Lester, la suite directe du film Les Trois Mousquetaires sorti un an plus tôt. Richard Lester avait d'ailleurs tourné les deux films en même temps, et les acteurs Michael York, Oliver Reed ou encore Faye Dunaway dans le rôle de Milady n'ont appris qu'après coup qu'ils avaient tourné dans 2 films, ce qui a mené à un procès et à la création d'une clause protégeant les acteurs dans ce genre de situation. Pour cette suite, Lalo Schifrin succède à Michel Legrand. Il livre une partition qui respecte le cadre historique du XVIIe siècle avec des instruments baroques, mais il y injecte son énergie rythmique inimitable. Sa musique est moins légère que celle de Legrand, elle accompagne parfaitement le ton plus sombre et tragique de ce second volet centré sur la vengeance, tout en rendant un hommage discret à Eric Valgand Korngold, compositeur de Captain Blood ou encore L'Aigle des Mers de Curtis, des films dans le même registre avec Errol Flynn derrière l'épée. Écoutons donc The Four Musketeers de Richard Lester, musique donc de Lalo Schifrin.
Lalo Schifrin retrouvait à l'instant à nouveau la star Clint Eastwood, mais cette fois directement sur les plates-bandes de Morricone, puisqu'il s'agit d'un western. C'était Joe Kidd, western de John Sturges. Le film raconte l'histoire d'un ancien chasseur de primes qui aide une riche propriétaire à traquer un leader paysan mexicain. Schifrin livre une partition nerveuse et percussive qui dépoussière les codes du western traditionnel. Alors il reprend quelques sonorités chères à Morricone, mais avec son approche rythmique très moderne et puis surtout le sens de Schifrin pour la rupture, capable de passer dans un même morceau d'un registre à un autre. C'était Joe Kidd par Lalo Schifrin. Le compositeur s'est aussi illustré avec brio dans le thriller et le film d'horreur. La musique d'Amityville de Stuart Rosenberg en 79 lui vaut sa 4e nomination à l'Oscar. Il y retrouve le réalisateur de Luc la main froide avec lequel il a travaillé à près de 6 reprises. Le film est basé sur l'histoire vraie de la famille Lutz qui emménage dans une maison où un massacre a eu lieu 1 an auparavant et se retrouve confronté à des phénomènes paranormaux étranges. Au lieu d'une musique constamment anxiogène, il compose un thème principal d'une simplicité désarmante. Une valse enfantine, une sorte de berceuse diabolique. Le compositeur expliquait vouloir créer un contrepoint d'innocence face au mal. Ce contraste rend les moments de terreur, soulignés par des cordes dissonantes et des effets orchestraux glaçants, encore plus efficaces. Fait intéressant, Schifrin a composé cette partition iconique dans l'urgence, en remplacement d'un autre compositeur, et a réussi l'exploit de décrocher une nomination aux Oscars. Cette berceuse diabolique qui rend l'horreur encore plus glaçante se situe dans la lignée du cinéma de Brian De Palma, que ce soit Sisters avec Bernard Herrmann en 72 ou Carrie avec Pino Donaggio en 76. Nous sommes là en 1979. Malgré ses envies de rupture, Lalo Schifrin sait aussi s'inscrire dans les codes d'un genre, en pleine connaissance de l'histoire de la musique de film, comme l'hommage à Korngold qu'on évoquait tout à l'heure. On retrouve la voix d'enfant dans ce morceau, un mélange d'éléments mélodiques et dissonants, The Amityville Horror.
l'instant, on n'aurait pas pu deviner. Il s'agissait d'un thriller, Le Toboggan de la mort, The Roller Coaster de James Goldstone, cinéaste qui a beaucoup travaillé avec Quincy Jones et Dave Grusin. Le film situe son intrigue dans des parcs d'attractions américains où un jeune terroriste place des bombes. La musique soutient bien sûr par moments l'attention, mais sait aussi jouer le décalage, comme on vient de l'entendre. Schifrin utilise l'ironie musicale avec une grande efficacité et juxtapose les musiques joyeuses et entraînantes des parcs d'attractions avec des thèmes de carrousel et de fêtes foraines à la menace angoissante d'un terroriste. Je ne travaille pas, je n'ai aucune obligation dans la vie. Vous serez ma seule préoccupation. Dans les années 80, son style évolue. Il s'aventure dans la comédie. L'homme des cavernes, Caveman, un unique film pour le cinéma de Carl Gottlieb, est une comédie slapstick qui suit les péripéties d'un homme des cavernes chétif, incarné par l'ex-Beatle Ringo Starr. Le défi pour Schifrin était de taille. Le film ne contient aucun dialogue intelligible, seulement un langage préhistorique inventé. La musique devient alors le principal vecteur narratif et comique. Il s'est donc amusé, Schifrin, à créer une partition à la fois grandiose et burlesque, utilisant un orchestre symphonique pour souligner les grandes découvertes comme le feu et une myriade de percussions non conventionnelles, des pierres, des bûches, marimba, pour accompagner les gags de manière descriptive, dans un style Mickey Mousing parfaitement maîtrisé. Caveman donc par Lalo Schifrin.
À l'instant, Osterman Weekend, unique collaboration entre Lalo Schifrin et le réalisateur Sam Peckinpah, qui finit finalement par rencontrer, puisque 20 ans après le Kid de Cincinnati, où Sam Peckinpah a été écarté au profit de Norman Jewison, eh bien là, Sam Peckinpah, c'est son dernier film, un thriller qui met en scène un animateur de talk show à succès, John Tenner, joué par Roger Hauer, espionné par le KGB. Il accepte que sa maison soit truffée de micros et de caméras pour les démasquer. Thriller paranoïaque sur la surveillance vidéo, Schifrin fait côtoyer son style dissonant d'orchestre avec des éléments électroniques froids et tendus qui reflètent parfaitement l'esthétique des années 80, qui rappelle d'ailleurs le travail des pionniers de l'électronique au cinéma comme John Carpenter sur des films comme Assaut ou Escape from New York. Cette partition témoigne d'une capacité d'adaptation pour Schifrin, prouvant qu'il n'était pas du tout figé dans son son funk années 70 et qu'il a pu évoluer à la fois au gré des univers cinématographiques, mais aussi en rapport avec le style de son époque. Il retrouvera la guerre froide avec le 4e protocole, thriller d'espionnage de John Mackenzie, sorti en 1987 avec Michael Caine et un jeune Pierce Brosnan, quelques années avant qu'il n'endosse le costume de James Bond. Pour ce film, à la tension palpable, Lalo Schifrin compose une partition ample et glaciale, typique des thrillers des années 80. Il mêle la puissance de l'orchestre symphonique au vent pour créer une atmosphère de menace constante, soulignant parfaitement les enjeux géopolitiques et la course contre la montre. Le 4e protocole, 1987, Lalo Schifrin.
Et c'était en 1998, Rush Hour, qui témoigne de toute la folie du compositeur. Et on l'a encore bien remarqué ici avec une juxtaposition d'éléments hétérogènes qui font de Rush Hour une de ses dernières partitions majeures. La fin de carrière est marquée par ce retour aux sources du film d'action. Il retrouvait avec Rush Hour Jackie Chan, 18 ans après Battle Creek Brawl. Cette collaboration est l'exemple parfait de l'héritage de Schifrin, puisque le réalisateur Brett Ratner, qui a grandi en admirant ses partitions, l'a spécifiquement engagé avec une instruction claire. Il voulait que Schifrin écrive Opération Dragon des années 90. C'est un hommage direct d'un jeune cinéaste demandant au maître de revisiter son propre style iconique pour une nouvelle génération. La boucle est pour ainsi dire bouclée. Et maintenant, le clou de notre spectacle. Notre panorama touche à sa fin, mais on ne pouvait pas quitter Lalo Schifrin sans un retour à ses racines argentines. Pour le film Tango de Carlos Saura, il a livré une de ses partitions les plus personnelles en apportant sa touche au genre musical du tango. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast de Cinésique Radio. Abonnez-vous sur les plateformes pour recevoir le prochain épisode. Voici pour clore notre émission un extrait de Tango.